Bienvenue à cette session. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des preuves concluantes d'une très forte contamination par l'ADN dans les vaccins à ARN messager. Pourquoi est-ce important? Pourquoi la contamination de l'ADN dans les vaccins à ARN messager est-elle importante? Eh bien, c'est important parce que cet ADN pénètre dans les cellules. Les nanoparticules lipidiques dans les vaccins le transportent dans les cellules. À partir des cellules, il peut rester dans le cytosol de la cellule, le cytoplasme de la cellule, et il peut également pénétrer dans le noyau de la cellule qui contient bien sûr l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, la clé même de notre vie. Et cela peut le contaminer. Or, s'il pénètre dans notre propre ADN, cela modifie la nature de notre ADN. Et cela constitue une mutation. C'est ainsi que nous développons des cancers. Il existe également d'autres mécanismes pouvant causer le cancer. Cela prouve donc de manière irréfutable la contamination de l'ADN. Et cette contamination de l'ADN va probablement entraîner des cancers à l'avenir. C'est pourquoi c'est si important. Je viens de terminer un appel vidéo avec David, et il m'a dit qu'il y avait déjà des gens qui essaient de faire retirer cet article, mais pour l'instant il est publié. Mais il a été soumis au sénateur Johnson, dans le cadre des audiences du Congrès américain. Il figure donc dans le dossier, même si l'opposition parvient à le faire retirer. Voici le document en question. Quantification de l'ADN plasmidique résiduel et des séquences amplificatrices du promoteur SV40 dans les vaccins à ARN modifiés contre le Covid-19 de Pfizer, BioNTech et Moderna provenant de l'Ontario au Canada. C'est un peu compliqué, mais en gros, il s'agit de quantifier la quantité d'ADN résiduel provenant du processus de fabrication au cours duquel ces plasmides synthétiques ont été cultivés dans des bactéries E. coli, les mêmes que celles présentes dans vos selles. Pour être tout à fait honnête, il s'agit de la bactérie E. coli qui se trouve dans le côlon humain, et d'évaluer le niveau de contamination de ces éléments. Je vais également vous montrer quelques extraits provenant du laboratoire de David Davis. Vous allez voir David, docteur et conférencier travaillant dans son laboratoire. Il a examiné 32 flacons, représentant 16 lots de vaccins différents. Et ces données démontrent que la présence de milliards, voire des centaines de milliards de molécules d'ADN par dose était présente dans les produits à ARN modifiés Covid-19 testés dans ces flacons. Et voici les flacons testés ici. Ils disposaient d'un groupe de flacons qui ont été testés. Comme nous l'avons dit, 32 flacons provenant de 16 lots de vaccins distincts. Il s'agit donc d'un échantillon assez représentatif composé de flacons testés à différents endroits du monde et à différents moments. Pour être tout à fait honnête, David est devenu un expert mondialement reconnu dans ce domaine. Tous les produits testés dépassaient les directives relatives à l'ADN résiduel fixées par la FDA et l'OMS, qui sont de 10 nanogrammes par dose, et ils les dépassaient de 36 à 627 fois. Et il ne s'agit donc pas d'une augmentation de 36%, c'est 36 fois plus que ce qu'il y aurait dû y avoir, ou d'autres contenaient 627 fois plus d'ADN, des centaines et des centaines de fois plus d'ADN que ce qui est autorisé. Et ces limites sont déjà beaucoup trop basses à mon avis. La raison pour laquelle les niveaux sont fixés à un niveau aussi bas est liée aux niveaux eux-mêmes. Le niveau fixé pour la contamination par l'ADN a été établi alors qu'il s'agissait d'ADN nu, juste de l'ADN seul. Aujourd'hui, l'ADN se trouve dans ces nanoparticules lipidiques qui sont absorbées par les cellules des centaines, voire des milliers de fois plus facilement. En réalité, les quantités d'ADN contaminants devraient être plusieurs milliers de fois inférieures à ce qu'elles sont actuellement. Mais même au niveau élevé de contamination autorisée, qui dépasse encore de 36 à 627 fois les limites, il s'agit à mon avis de niveaux de contamination par l'ADN tout à fait effrayants. Nous aurions dû le savoir dès le début de l'année 2021, lorsque j'ai pris un peu de cet infâme produit au milieu de l'année 2021. Mais on ne nous l'a pas dit. Le consentement éclairé n'a pas été respecté.
Donc, ces limites réglementaires fixées par la FDA et l'OMS ont été largement dépassées. Et bien sûr, l'OMS n'est pas connue pour être très stricte, mais ces limites ont tout de même été largement dépassées. Pour Pfizer, les niveaux étaient 36 à 153 fois plus élevés. Moderna dépassait de 112 à 627 fois les limites. 112 à 627 fois plus que la limite autorisée. 3 flacons Pfizer dépassaient la limite réglementaire pour le promoteur amplificateur SV40, amplifiant la séquence d'origine, et bien sûr, cela agit sur le P53. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que cette contamination de l'ADN contient le code génétique nécessaire à la fabrication de la protéine SV40 à partir du virus simien. Et ce virus simien, cette protéine SV40, une fois produite à l'intérieur des cellules, inhibe une protéine appelée P53, produite à partir de nos gènes P53. Nous produisons donc moins de protéines P53. Pourquoi est-il important d'avoir suffisamment de protéines P53? Et pourquoi est-il si important qu'elles ne soient pas inhibées? Parce que ces protéines P53 inhibent la formation du cancer. En d'autres termes, l'ADN du SV40 produit la protéine SV40. Et cette protéine SV40 inhibe nos propres gènes P53, qui sont des gènes suppresseurs de tumeurs ou oncogènes, ce qui augmente le risque de cancer. Elle affaiblit fondamentalement les mécanismes de défense naturels de notre corps. C'est pourquoi elle est si importante. Les résultats PCR des derniers vaccins, XBB.1.5, Moderna et Pfizer suggèrent que les résidus d'ADN n'ont pas été réduits par rapport aux versions précédentes des vaccins. Ils sont donc toujours présents. Pfizer, la gamme totale d'ADN, c'est la dose réelle, la quantité réelle. Donc, dans le vaccin Pfizer, il y a entre 371 et 1548 nanogrammes de contamination par l'ADN par dose. Et vous pouvez voir que c'est bien plus qu'un microgramme. Moderna, c'était encore plus élevé. Donc, dans le vaccin Moderna, la quantité de contamination par l'ADN était comprise entre 1130 et 6280 nanogrammes par dose. Vous pouvez donc constater que les 6,28 microgrammes que nous obtenons correspondent à des niveaux de contamination vraiment très élevés. Il s'agit là de quantités d'ADN très importantes. Il existe également des séquences d'ADN spécifiques, comme nous l'avons dit, telles que le SV40, dans le vaccin Pfizer, qui varie de 0,22 à 7,82 nanogrammes par dose. Dans le vaccin Moderna, elle varie de 0,01 à 0,78 nanogrammes par dose. Ainsi, tant les séquences d'ADN spécifiques que les séquences d'ADN générales contribuent au problème de la contamination de l'ADN. David m'a expliqué que l'on obtient des milliards et des milliards de ces courtes séquences d'ADN. J'ai répondu que cela ressemblait à un effet de fusil de chasse ou d'éclat d'obus. Certaines d'entre elles sont susceptibles d'être intégrées à l'ADN humain, ce qui pose problème. Donc, pour faire court, c'est ce qu'est le promoteur SV40 dont nous avons déjà parlé, particulièrement inquiétant en termes de développement des cancers. Concernant les séquences dans un flacon, la longueur moyenne est de 214 paires de bases. La longueur maximale était de 3500 paires de bases. Ce sont donc de très petites longueurs, mais comme il y en a des milliards, on obtient un effet de fragmentation comme celui d'un fusil de chasse. Et certaines d'entre elles vont pénétrer dans notre ADN. Probablement et malheureusement.
Donc la présence de 1,23 fois 10 à la puissance 8, cela représente donc des centaines de millions jusqu'à 1,6 fois 10 à la puissance 11. Je suppose que cela représente des centaines de milliards de fragments d'ADN plasmidique par dose encapsulés dans des nanoparticules lipidiques. Donc des centaines de millions à des centaines de milliards. Mais comme il se trouve dans les nanoparticules lipidiques, donc voici les nanoparticules lipidiques, et la contamination par l'ADN se trouve dans ces nanoparticules lipidiques. Maintenant, si l'ADN était simplement libre, comme l'ADN libre ainsi que le stipulaient les réglementations initiales, il n'entrerait probablement pas dans les cellules du corps. Imaginez donc la cellule de quelqu'un. Les cellules du corps ont bien sûr une couche lipidique externe. Cette nanoparticule lipidique va donc simplement s'y coller, comme ça, et laisser toutes ces contaminations entrer directement. Alors que, sans la nanoparticule lipidique, peu d'entre elles vont pénétrer, voire aucune, car elle est grasse. Mais si vous préférez, la nanoparticule lipidique est en quelque sorte un cheval de Troie, qui introduit la contamination de l'ADN dans nos propres cellules. C'est pourquoi la quantité autorisée, qui est spécifiée pour l'ADN nu, est probablement raisonnable. Mais cela s'est poursuivi à l'ère des nanoparticules lipidiques, où la quantité autorisée est réelle, mais à mon avis, elle devrait être 1000, 10 000 ou 100 000 fois moins importante. Mais ce n'est pas le cas. Ainsi, selon l'article, nos conclusions ont renforcé les préoccupations existantes concernant la sécurité des vaccins et remis en question la pertinence relative des directives élaborées avant l'introduction effective de la transfection à l'aide de nanoparticules lipidiques. La transfection étant le processus par lequel la contamination par l'ADN pénètre dans nos cellules hôtes. Elle infecte nos cellules hôtes. C'est là le problème. Ce travail souligne la nécessité pour les régulateurs et l'industrie d'adhérer aux principes de précaution, de fournir des preuves significatives et transparentes de la sécurité et de l'efficacité des produits, et de divulguer les détails de leur composition et de leur méthode de fabrication. Voici ce que recommande l'article. Pour certains vaccins contre le Covid-19, les substances médicamenteuses mises sur le marché ont été fabriquées différemment de celles utilisées dans les essais cliniques. Nous avons donc de bonnes raisons de croire que les doses de vaccins, ou la plupart d'entre elles utilisées dans les essais cliniques, auraient beaucoup moins, voire aucune contamination par l'ADN que celles qui ont été injectées dans mon bras et dans le vôtre. Encore un autre aspect du problème. La justification de l'étude sur la fabrication d'ARNM modifié par des nucléosides, c'est-à-dire que les séquences, la pseudouridine a été modifiée de l'uridine à la pseudouridine. Les vaccins ARNM commercialisés contre le Covid-19 reposent sur la transcription par l'ARN polymérase d'un modèle d'ADN plasmidique. Il existe donc ce modèle d'ADN plasmidique synthétique qui est introduit dans une bactérie E. coli et l'ARN est extrait de ce modèle d'ADN. Le modèle d'ADN est censé être éliminé, mais comme nous le voyons dans les travaux de David, ce n'est pas le cas. Des études précédentes ont identifié des niveaux élevés d'ADN plasmidique dans des flacons de vaccins ARNM, ce qui suggère que l'élimination du modèle d'ADN résiduel est problématique. En d'autres termes, cela n'a pas été fait correctement. La contamination par l'ADN est toujours présente. Elle est censée être éliminée, mais elle ne l'a pas été. Nous avons donc quantifié la charge d'ADN dans un nombre limité de flacons de vaccins modifiés Pfizer-BioNTech et Moderna Covid-19 à l'aide de 2 méthodes indépendantes. Il est très important de noter que le laboratoire a utilisé 2 méthodes indépendantes et obtenu des résultats similaires. Cette étude souligne l'importance des aspects méthodologiques lors de la quantification de l'ADN plasmidique résiduel dans les produits Moderna ARN. Étant donné que l'efficacité accrue de la transfection des nanoparticules lipidiques et le dosage cumulé présentent un risque significatif et non quantifiable pour la santé humaine. Donc, compte tenu de l'augmentation de l'efficacité de la transfection des nanoparticules lipidiques, les gens reçoivent également des doses cumulatives encore et encore.
Et cela pose des risques incalculables pour la santé humaine, qui devraient être quantifiés. David m'a également dit lors de l'entretien que s'il recevait des biopsies de cancer prélevées lors d'une opération chirurgicale du cancer ou des biopsies post-mortem, il pourrait les examiner et reconnaître l'ADN de la protéine Spike dans les cancers. Il pourrait également reconnaître s'il y avait une contamination de l'ADN provenant de ces plasmides synthétiques. Il a donc la capacité de détecter si la contamination de l'ADN a atteint les cellules cancéreuses. Mais pour l'instant, ce travail n'est pas effectué. Il est préoccupant de noter qu'il travaille actuellement sur la transfection potentielle du sperme. Nous avons donc la confirmation d'une contamination de l'ADN. Il devrait y avoir un moratoire sur ces vaccins. Donc cela est réglé pour cette seule raison. Malheureusement, aucun moratoire de ce type n'est prévu. Mais c'est une science rigoureuse. Et cela sera probablement ignoré par beaucoup. Mais pas par nous, pas par moi, pas par vous. Merci d'avoir regardé.